Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Sainte-Marie pour commencer cette actualité. Le président de la République, Ange Radzouel, est rentré au pays après avoir conduit la délégation malgache à Vienne, en Autriche. Il s'est directement rendu dans la région d'Anna-Landsruf et a atterri à Sainte-Marie dans la matinée. De nombreux projets ont été réalisés et inaugurés dans la région, dont l'un des plus importants et l'Office du tourisme local. Sainte-Marie vit du tourisme dont le gouvernement soutient la promotion. Judikel Rajenirin, Intrazanjabe. Les baleines sont de retour à Sainte-Marie. Le grand carnaval durant lequel les habitants célèbrent l'arrivée de ces cétacés qui attirent les touristes et qui font la renommée de Sainte-Marie dans le monde est également de retour. Lors du défilé, la richesse intellectuelle, l'histoire, les traditions qui ont rendu cette île célèbre ont été interprétées. Toutefois, presque tous ceux qui sont passés se sont plaints de la baisse du nombre de touristes à cause de la suspension des vols directs en provenance de l'étranger. Avant l'épidémie, 30 000 à 40 000 touristes y viennent chaque année. Le grand défi reste la relance touristique. Les habitants attendent le rétablissement des vols directs et selon le président de la République, ce sera pour bientôt. Pour mener à bien toutes les stratégies pour attirer les touristes, le bâtiment de l'Office du tourisme à Sainte-Marie a été rénové. Désormais, il sera plus facile de trouver tous les services, animations et hôtels ici à Sainte-Marie grâce à la digitalisation. Étant donné que c'est le premier endroit que l'on voit en quittant le port à Barachois, sa rénovation attirera immédiatement les visiteurs. Et aujourd'hui est un grand jour pour Sainte-Marie, car deux infrastructures qui assurent la paix et la sécurité ont été inaugurées. Il s'agit du tribunal de première instance et du commissariat de police nationale. La route goudronnée qui a été construite par la région Imbalavoniou fait également partie des infrastructures inaugurées par le président de la République. Toujours un reportage de Judikel Rajenirin et Indra Zanjabe. Pour la première fois de son histoire, les habitants de l'île Sainte-Marie peuvent espérer qu'ils n'auront plus de problèmes concernant les affaires judiciaires. Le tribunal de la première instance a été achevé. C'est le premier depuis 60 ans. Auparavant, les personnes qui devaient passer devant le tribunal étaient emmenées à Tuamasen ou à Fenrivest aux frais des plaignants. Si ce dernier n'a pas le moyen, l'affaire est considérée comme réglée et l'accusé est libéré. La demande et la délivrance d'un casier judiciaire nécessitaient également un déplacement en bateau à Fenrivest auparavant. Le tribunal de première instance est désormais opérationnel. Son président et son procureur ont été présentés à la population ce jour lors de cette inauguration. Toujours dans le but d'assurer la paix, le nouveau commissariat de police a été inauguré ici à Mbudfutch. Selon le numéro 1 malagasy, la présence de la police à proximité des habitants garantit la sécurité et le développement. L'économie et la vie à Sainte-Marie tournent autour du monde du tourisme. La paix est une garantie pour les touristes. Ainsi, la mise en place de ces infrastructures définies par les premiers et deuxièmes engagements du président envers la population renforcera la paix et le développement. En économie, 70 sur les 97 demandeurs ont obtenu le renouvellement de leur licence d'exportation de vanille jeudi dernier. Le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation les a distribués à Antala. Selon le ministre, les opérateurs doivent respecter 10 points pour pouvoir obtenir cet agrément. Les détails. Pour l'année 2022-2023, 97 demandes de renouvellement de licence d'exportation de vanille ont été reçues par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Consommation. 90 parmi les candidats ont rempli les documents requis. Cependant, seulement 70 ont reçu le certificat émanant du FINEX, indiquant qu'ils ont restitué les devises obtenues à partir de leur exportation. Donc, jeudi dernier, ils ont reçu leur licence renouvelée à Antala.
Outre le rapatriement des devises étrangères, il existe également de nombreuses conditions que les opérateurs doivent respecter avant d'être autorisés à exporter, notamment le respect du prix plancher du kilo de vanille verte à 75 000 ariars sur le marché contrôlé, 500 000 ariars pour la vanille préparée et 250 $ sur le marché international, mais également l'acquittement des taxes légales. Ces opérateurs doivent également s'acquitter de la cotisation auprès du CNV ou Conseil national de la vanille. D'autre part, 166 nouvelles demandes ont été reçues pour le secteur de l'exportation de la vanille. Il y a aussi des exigences pour ces nouveaux opérateurs, souligne le ministre Edgar Azafnjava. Le ministre a également insisté sur la mise en place de l'AMI ou appel à manifestation d'intention, cela dans le but de connaître à l'avance la quantité de vanille recherchée ainsi que le prix de vente à l'extérieur. Dans le volet santé, le ministère de la Santé publique a procédé à une circoncision de masse gratuite dans tous les hôpitaux du district hier, mais cela a été officiellement marqué dans le district de Souav-Nanjing. Au total, 130 hôpitaux au niveau des districts à travers l'île ont procédé hier à une circoncision de masse gratuite, un événement spécial organisé par le ministère de la Santé publique. De nombreux petits garçons à travers l'île ont été circoncis gratuitement lors de cet événement réalisé principalement pour alléger les difficultés financières des parents. C'est à l'hôpital Souav-Nanjing, dans la région d'Itas, que le lancement s'est fait hier. Le ministre de la Santé publique a déclaré que le but de cet événement est de mettre en valeur la culture malgache ainsi que de répondre à l'engagement du président de la République, qui est la santé pour tous. Par ailleurs, des journées portes ouvertes organisées par tous les hôpitaux se tiendront du 15 au 30 août, a annoncé le ministre de la Santé publique. Chaque hôpital choisira la date qui lui convient. Des services de santé gratuits seront offerts lors de ces journées. Et un bâtiment de la société Pêche-Export Sizamadzang a été réduit en cendres dans la nuit du vendredi à samedi. 4 conteneurs de crevettes sont partis en fumée. Les pompiers ont encore continué d'éteindre le feu ce jour vers 11 h, moment où nos journalistes ont quitté les lieux. Reportage Viva Madzang. Les bureaux administratifs, le laboratoire, la salle d'informatique, les chambres froides sont partis en fumée. Résultat, 4 conteneurs de crevettes sont réduits en cendres et les 160 employés craignent pour leur avenir. Les causes de l'incendie ne sont pas encore déterminées pour l'instant. Un employé a remarqué une fumée qui sortait du bâtiment vers 2 h du matin. Il y est entré et a failli y rester. Malgré l'intervention des pompiers de la SECNA et ceux de la commune, le feu a été difficile à maîtriser à cause de la présence de plusieurs emballages, de bouteilles de gaz et d'acide dans les chambres froides. À noter que Pêche-Export Madzang a été fondée en 1983. Cette société exporte des produits halieutiques vers La Réunion, Maurice et la France. L'on peut croire que ce dégât peut entraîner le chômage des employés. Circulation à présent, environ 210 taxis-brousses partent chaque jour de la gare Magui-Dandoutapenec en cette période de vacances selon son responsable. 30% de ces taxis-brousses rejoignent Madzang si la deuxième destination est la RN6. Selon le cahier de charge, un conducteur doit se reposer 8 heures avant de reprendre le volant afin d'éviter les accidents de circulation. Détails sur les images de Yves Janel. 30% des taxis-brousses partant de la gare de Magui-Dandoutapenec se rendent à Madzang en cette période de vacances, c'est-à-dire jusqu'à 70 véhicules par jour selon les responsables. Ainsi, cette famille qui a passé ses vacances à Tuamasin durant 30 jours retourne à Madzang pour reprendre leur activité quotidienne. De nombreuses personnes prennent également la Nationale 6 pour rejoindre Antsui, Amband et Nusibe. Environ 30 voitures par jour partent de cette gare pour ces destinations. Le gérant de cette gare routière soutient qu'il n'y a pas eu d'augmentation de tarifs pendant ces périodes. Le ticket pour Madzang reste à 50 000 ariars, si cela est de 30 000 ariars pour Tuamasin. Les usagers peuvent payer auprès des caisses et peuvent dénoncer d'éventuelles hausses, souligne le gestionnaire Fidra 900. Toujours selon les explications, jusqu'à 218 taxis-brousses par jour partent du stationnement en cette saison.
s'ils sont environ 130 pendant la basse saison. Selon le cahier de charge, un conducteur doit respecter un repos de 8 heures après un voyage. Ainsi, il doit être accompagné d'un autre conducteur si le même taxi-brousse doit faire le retour. Cela pour éviter les accidents. Et on poursuit avec les actualités internationales. Les Angolais se rendent aux urnes le 24 août à l'occasion des élections générales. Le président sortant, João Lourenço, est candidat à sa réélection. En 2017, il avait fait de la lutte contre la corruption la mesure phare de sa campagne. Si de nombreuses mesures ont été prises en 5 ans, la lutte reste insuffisante pour une partie de la société civile. France 24. Pendant longtemps, ces deux tours ont été le visage du boom économique angolais. Aujourd'hui, elles sont devenues le symbole de la lutte anticorruption. Voici l'exemple que nous pouvons montrer de ces deux bâtiments ici, le CIF Luanda 1 et le CIF Luanda 2. CIF pour China International Fund, un conglomérat chinois utilisé par des hommes d'affaires angolais pour détourner des millions de dollars d'argent public. Il y a 2 ans, les deux bâtiments ont été saisis par la justice angolaise. Les propriétaires ont reconnu que ces bâtiments ont été construits avec de l'argent public et ils ont décidé de les rendre à l'État. Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, le président João Lourenço a fait de la lutte contre la corruption une priorité. Le pays s'est doté de plusieurs agences dédiées, dont le Service national de récupération d'actifs. Dans ses bureaux flambant neufs, 17 employés traquent les milliards détournés des caisses de l'État sous l'ancien président José Eduardo dos Santos. La justice angolaise affirme avoir déjà récupéré 10 milliards d'euros d'actifs et elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons poursuivre les investigations, enquêter et demander des comptes. Évidemment, dans un combat comme celui-ci, il n'est pas possible de récupérer 100% de ce qui a été pris. Mais le maximum qui peut être récupéré, c'est ça notre objectif. Récupérer les ressources et renforcer les ressources humaines et matérielles de nos institutions. En 5 ans, la justice angolaise a lancé plus de 700 poursuites pour des délits financiers et de nombreuses personnalités de premier plan ont été traduites en justice. Mais pour une partie de la société civile, cette lutte est insuffisante et surtout trop sélective. Il y a eu des avancées significatives, mais ces avancées pourraient également signifier un retour en arrière s'il n'y a pas de réforme sérieuse et si le président ne fait pas preuve de détermination pour combattre la corruption au sein même de son gouvernement. Selon un classement établi par Transparency International, l'Angola reste parmi les 50 pays les plus corrompus de la planète, malgré une progression de 31 places depuis 2017. Plusieurs fois repoussé, un dialogue national inclusif s'ouvre ce jour au Tchad, censé déboucher sur des élections démocratiques et redonner le pouvoir aux civils. Pour l'occasion, 2 grandes figures de la rébellion sont rentrées à Djamena jeudi pour participer aux discussions. France 24. À peu près 1400 personnes qui sont attendues ici, des personnes qui sont partie prenante, mais qu'elle reflète la composante du pays, à savoir la société civile, les politico-militaires, les partis politiques et autres. Alors, la forme en tant que telle, ça va être celui d'un forum dont les débats vont se baser sur des thématiques fondamentales qui vont permettre de repenser et de refonder la nation tchadienne. Les thématiques dont il sera question sont entre autres les droits de l'homme, la forme de l'État, le processus électoral à mettre en place, la nouvelle condition. Donc il y a tous ces éléments qui vont être débattus pendant ces 21 jours au programme, c'est ce qui est prévu pour l'instant. Et donc, le but, c'est à la fin de mettre sur pied un nouvel ordre constitutionnel et peut-être définir la prochaine étape de la transition qui va permettre d'organiser des élections à la fin de laquelle va permettre un nouveau gouvernement ou bien un nouveau régime de préférence civile. Pour terminer, Washington a annoncé hier une nouvelle tranche d'aide militaire d'un montant de 775 millions de dollars à l'Ukraine, notant un manque total de progrès sur le champ de bataille des troupes russes. En parallèle, Kharkiv, la 2e ville d'Ukraine, a fait l'objet de nouvelles frappes dont le bilan fait au moins 15 morts. France 24.
775 millions de dollars, vous l'avez dit, qui s'ajoutent aux milliards déjà consentis par le gouvernement fédéral américain depuis février dernier. Une aide militaire qui constitue aujourd'hui tout simplement l'unique bouclier ukrainien contre l'invasion russe, ni plus ni moins. Certes, l'aide européenne est régulièrement saluée par le président Zelensky, mais en proportion, c'est bel et bien les livraisons de Washington qui font la différence sur le terrain. Depuis 3 mois déjà, la bataille rangée qui oppose l'armée ukrainienne aux forces de Moscou a muté en bataille d'artillerie, figeant globalement la situation tactique. Sans l'approvisionnement américain en obus de 155 mm, par exemple, sans les systèmes d'armes HIMARS et les pièces d'artillerie modernes acheminées par le Pentagone, la supériorité numérique russe serait venue à bout des forces ukrainiennes. Chacun s'accorde à le dire. Les troupes russes, qui sont littéralement branchées sur des stocks inépuisables de munitions d'artillerie, qui datent parfois du pacte de Varsovie, essuient les tirs précis de l'artillerie ukrainienne au moment même où nous parlons, grâce à des obus à guidage GPS dernier cri. Une technologie que Moscou ne possède pas en quantité suffisante. Le Pentagone limite donc cependant sa communication sur l'aide militaire apportée à l'Ukraine à une aide qui ne permet pas à Moscou de dénoncer directement la co-belligérance, c'est l'enjeu, cette co-belligérance américaine dans le conflit. Même si la Maison-Blanche reconnaît apporter un soutien en renseignement à Kiev, aucun détail à caractère stratégique n'est bien entendu porté à la connaissance du public. C'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après le prime de présentation des F5. Au revoir et bonne continuation en notre compagnie.